Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, bienvenue sur le journal de l'espace. L'actualité cette semaine était encore une fois bien chargée comme vous allez le voir, mais avant qu'on attaque les news spatiales, on peut remercier Surfshark VPN qui soutient le journal de l'espace en sponsorisant la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous ne savez toujours pas ce que c'est qu'un VPN et surtout à quoi ça peut vous servir, eh bien imaginez que vous deviez prendre un abonnement, par exemple à YouTube Premium, c'est d'actualité ça en ce moment. Eh bien en passant par Surfshark VPN, qui est un outil servant à modifier votre adresse IP, en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement, ça peut vous permettre de payer moins cher cet abonnement, puisque oui, en fonction du pays depuis lequel vous passez commande, les prix peuvent être plus intéressants, et ça marche aussi pour plein d'autres choses, comme par exemple lorsque vous réservez vos vacances, un hôtel ou un billet d'avion, et ça peut valoir sacrément le coup. Un autre intérêt, c'est si vous êtes accro aux séries, Surfshark VPN vous permet d'accéder à tous les contenus internet disponibles dans n'importe quel pays dans le monde sans être bloqué par votre localisation. Ici, par exemple, sur les plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, eh bien vous pouvez regarder tous les films et les séries qui sont disponibles aux États-Unis ou au Canada, comme sur cet exemple, et pas chez vous, d'un simple clic. C'est plutôt cool, non ? Avec le code ESPACE, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark de 6 mois supplémentaires gratuits au lieu de 3. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir le journal de l'espace. Allez les terriens, maintenant on passe à l'actu. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et si je vous dis que la Chine est à deux doigts de maîtriser une technologie qui va lui permettre de révolutionner son ambitieux programme spatial? Cette technologie, elle a été mise au point par SpaceX. C'est celle de la réutilisation des étages, celle dont tout le monde doutait il y a 10 ans d'ailleurs. On en parlait déjà la semaine dernière, mais si le gouvernement chinois tient à ce point à posséder ce savoir-faire, c'est qu'Elon Musk a vu juste et que le réutilisable a toutes les chances de bientôt devenir le standard dans le transport spatial. Pour valider et tester sa maîtrise de l'atterrissage vertical, le gouvernement chinois soutient financièrement la société iSpace. C'est elle qui a développé un petit prototype, l'Hyperbola 2Y. Pour son second essai, il a atteint une altitude de 343 mètres et le vol a duré un peu plus d'une minute. Cet événement a eu lieu un peu plus d'un mois après le premier test de saut le 2 novembre. Il avait déjà atteint 178 mètres de hauteur. Mais iSpace ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et on sait déjà qu'il tentera un autre essai en mer, cette fois, l'année prochaine, après avoir terminé les essais au sol, bien entendu. Alors, ce qu'il faut retenir de ce vol, c'est la capacité qu'a désormais iSpace d'intégrer un système complet, testé et fiable, sur sa future fusée Hyperbola 3. Hyperbola 3, c'est elle qui devrait mener la Chine vers la voie de la réutilisation, carrément. Et attention, il ne faudra pas 10 ans pour y arriver. iSpace annonce déjà 2025 pour un premier vol en orbite basse et une démonstration de récupération et de réutilisation en 2026. Si iSpace est l'entreprise la plus avancée du moment, d'autres y travaillent et avancent à pas de géant. C'est le cas de Landspace, la première société spatiale au monde à avoir réussi à atteindre l'orbite avec une fusée propulsée au méthane. Nous sommes donc ici en face d'une société tout ce qu'il y a de plus sérieux, et le premier essai d'atterrissage vertical est prévu dès l'année prochaine. Si tout se passe comme prévu, Landscape prévoit même une fusée en acier inoxydable Zhuyup 3, tiens donc comme le Starship, et ça dès 2025. Zhuyup 3 ne sera pas une mini-fusée, ce sera un gros lanceur d'une hauteur de 76 mètres, d'un diamètre de 4 mètres et demi, avec une capacité d'emport de 18 tonnes en mode réutilisable, et même 21 tonnes en mode normal, c'est-à-dire consommable. Mais attendez, il y en a encore. Galactic Energy cherche aussi à développer son lanceur réutilisable fonctionnant au kérosène-oxygène liquide. Son nom, Pallas One. Pour le moment, les essais d'atterrissage vertical ont eu lieu en août avec un simple réacteur, mais ce n'est qu'un début. Un premier vol de Pallas One en mode non réutilisable est toujours prévu pour le 3e trimestre 2024. Allez, vous en voulez encore, alors on continue. On a aussi Space Pioneer, un sérieux concurrent puisque la société a atteint l'orbite avec sa fusée à propulsion liquide Tianlong 2 en mai 2023. Elle aussi très ambitieuse, elle prévoit de lancer sa fusée Tianlong 3 en juin 2024. Ce sera une fusée comparable au Falcon 9 en termes de capacité de lancement, et elle disposera à terme aussi d'un premier étage réutilisable.
Pour finir, il ne faudrait surtout pas oublier le CASC, la Société des sciences et technologies aérospatiales de Chine. C'est en quelque sorte l'entreprise étatique responsable des grands programmes spatiaux gouvernementaux, un peu comme notre CNES national. Cette entité développe également une technologie réutilisable, mais là on ne joue plus vraiment dans la même cour, puisqu'on parle de lanceurs de nouvelle génération destinés à des vols lunaires, mais aussi à un lanceur super lourd évolutif, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, le Long March 9. Alors à l'heure où l'Europe peine à lancer Ariane 6 et à remettre en vol son petit lanceur Vega, le programme chinois paraît venir d'une autre planète. L'énergie et les moyens que met en place la Chine pour disposer dans les prochaines années d'une flotte complète de lanceurs réutilisables est juste incroyable. Il reste tout de même à confirmer que le gouvernement chinois continuera à financer ces entreprises prometteuses en lui confiant des contrats de lancement, mais entre nous le contraire serait très étonnant. Ironiquement, c'est aussi une victoire pour SpaceX, qui voit son principe de réutilisation adopté par la seconde puissance spatiale mondiale, une sorte de consécration. Depuis qu'elle a réussi avec brio la mission Chandrayaan 3, l'Inde appartient désormais au cercle très fermé des nations ayant réussi à se poser sur la Lune, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Oh non! Le 28 novembre, l'agence spatiale indienne l'ISRO a dévoilé la feuille de route de son programme spatial jusqu'en 2040. Autant vous le dire tout de suite, ce calendrier est ultra ambitieux pour ne pas dire un peu irréaliste, mais voyons le bon côté des choses. Il a le mérite de présenter clairement les objectifs, tout en motivant l'industrie spatiale du pays tout entier. Mais allons voir d'un peu plus près de quoi il s'agit, et vous allez voir, c'est du lourd. La première phase s'étend jusqu'à 2028. Elle se fixe pour objectif de développer diverses technologies essentielles. Cela commence déjà par une nouvelle version du lanceur moyen LVM-3, une sorte de copie d'Ariane 5, mais cette fois avec un nouveau moteur plus performant fonctionnant à l'oxygène liquide et au kérosène. Ces moteurs sont toujours en développement et vont remplacer les anciens moteurs Vika, qui sont issus des moteurs Viking des fusées Ariane 4. Et oui, dans les années 70, l'ISRO a développé ces moteurs sous licence de la SEP, la Société Européenne de Propulsion, devenue aujourd'hui Safran. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Mais continuons sur la première phase avec une annonce déjà très ambitieuse en soi. Les premiers vols habités vers la Lune avec les fameuses missions Gaganyaan, qui sont d'ailleurs en cours de préparation active et dont le premier tir de test a eu lieu il y a environ un mois. La première mission Gaganyaan prévoit d'envoyer un robot humanoïde, à la manière d'Artemis 1, pour tester les contraintes auxquelles seront soumis les futurs astronautes indiens. On trouve également dans cette première phase quelques missions de test de docking et de ravitaillement en carburant en orbite, des retours d'échantillons lunaires avec Chandrayaan 4, et la mission Lunar Polar Exploration, ou LUPEX. Elle est d'ailleurs développée conjointement avec le Japon. Pour une première phase, c'est déjà pas mal, et autant vous le dire, on aimerait voir un programme aussi ambitieux en Europe. Quand je vous disais qu'il y avait du lourd, eh bien voici la deuxième phase. Elle est entièrement consacrée aux missions lunaires, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Inde n'est pas là pour amuser la galerie. On commence par Chandrayaan 5 fin 2028, avec cette fois une mission de longue durée, grâce à l'utilisation d'un générateur nucléaire RTG, lui permettant cette fois de résister à la nuit lunaire, ce qui, je vous le rappelle, n'était pas le cas de Chandrayaan 3. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'on va très bientôt sortir un JDE spécial sur ces fameux RTG, où vous allez pouvoir comprendre tout le potentiel que recèlent ces fabuleuses sources d'énergie. Alors après Chandrayaan 5, ce sera au tour de Chandrayaan 6 vers 2030. Ici, avec cette mission, l'ISRO souhaite apprendre à construire des modules d'habitation en utilisant les ressources lunaires directement sur place. Ensuite, de façon très logique, Chandrayaan 7 sera dans la continuité en testant la fabrication de carburant de synthèse, une étape elle aussi essentielle quand on veut rester longtemps sur la Lune. Sur le papier, ces missions sont extraordinaires, mais pour avoir une chance de mener à bien cette course à la Lune, il faut un lanceur, et pas un petit lanceur. Les dirigeants indiens le savent très bien, et ils prévoient justement de développer une nouvelle fusée pendant cette deuxième phase, son nom NGLV, comme lanceur de nouvelle génération, avec une variante HR pour les vols habités, puis une version encore plus puissante pour le Graal tant attendu par l'agence, l'atterrissage d'humains sur le sol lunaire, prévu vers 2040. Ah oui, et j'allais oublier un autre programme tout aussi sympathique, la construction d'une station spatiale de 20 tonnes placée en orbite basse terrestre. Son nom, la Bharatiya Antariksha Station. Oui, bon, merci l'ISRO, ISS c'est quand même plus facile à prononcer,
Bien que c'est vrai qu'en anglais, Indian Space Station, ça donne aussi ISS. Mais je pense qu'on restera quand même sur Indian Space Station. Allez, histoire de vous achever, on termine par la dernière phase de ce programme de fou. Établir et utiliser une base lunaire à partir des années 2040. Il est question d'utiliser et de commercialiser des minéraux, de faire du tourisme, mais aussi d'utiliser la base comme tremplin pour des missions encore plus ambitieuses d'exploration planétaire. Finalement, que peut-on penser de ces ambitions indiennes qui rendraient folle de jalousie la NASA ? Premièrement, rien n'a été annoncé sur le financement du nouveau lanceur NGLV réutilisable et de la station spatiale. Et l'argent est bien le nerf de la guerre de tout programme spatial qui se respecte. Ce n'est pas un mystère. Deuxièmement, nous sommes bientôt en 2024. Et si les missions Chandrayaan semblent réalistes d'un point de vue calendaire, maintenant que la technologie est bien maîtrisée, ce ne sera pas la même chose pour le développement du NGLV annoncé pour 2028-2030. Cela dit, plusieurs options de simplification et d'économie sont tout à fait possibles. L'ISRO peut développer un lanceur lourd non réutilisable dans un premier temps, mais également faire l'impasse sur sa station spatiale pour favoriser son programme lunaire, ce qui rend déjà ce calendrier beaucoup plus réaliste. Mais attention, il ne faudrait pas non plus sous-estimer le potentiel d'innovation de l'ISRO. Les ingénieurs indiens sont très compétents et les coûts de développement sont bien plus faibles qu'aux États-Unis et en Europe. C'est d'ailleurs ce qui a fait la force de l'Inde pour les premières missions Chandrayaan, mises au point avec des moyens bien inférieurs aux autres agences spatiales. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'un tel programme ne peut que renforcer l'industrie spatiale indienne et profiter par la même occasion à toute une économie parallèle qui commence à se mettre en place doucement. À court terme, attendons déjà de voir si les fameuses missions de ravitaillement en orbite annoncées pour 2025 réussissent, et si Chandrayaan 4, prévu pour 2026, sera bien capable de remplir sa mission de retour d'échantillons lunaires. Ce sont ces deux missions qui permettront de mieux cerner les ambitions indiennes, mais également de juger la capacité de l'ISRO à atteindre des objectifs de très haut vol. Il en va aussi de leur crédibilité. SpaceX vient d'envoyer 23 satellites Starlink depuis le centre spatial de Cap Canaveral. Voilà. Ça pourrait être une news qui impressionne, mais chez SpaceX on fait ça toutes les semaines ou presque depuis plus d'1 an. Non, ce qui est vraiment fou par contre, c'est qu'il s'agit de la 90e mission de la société d'Elon Musk cette année. C'était aussi la 125e mission Starlink opérationnelle, ce qui porte le nombre de satellites Starlink envoyés dans l'espace à très exactement 5559, dont 5187 sont toujours en orbite. C'était bien sûr une Falcon 9 qui était utilisée, et son premier étage avait déjà volé et atterri 8 fois. 90 tirs de SpaceX cette année, ça veut aussi dire qu'on n'est plus qu'à 10 lancements de l'objectif ambitieux d'Elon Musk, qui avait fixé la barre très haut avec 100 lancements en 2023. Alors ce sera peut-être un peu juste, mais n'oublions pas qu'une Falcon Heavy doit partir cette semaine avec à son bord l'avion spatial secret de l'US Space Force, le X-37B, un lancement dont on a parlé il y a quelques semaines déjà. À titre de comparaison, l'année dernière, SpaceX avait effectué 61 lancements, chiffre dépassé cette année le 23 septembre. Il s'agit du nombre de lancements le plus élevé atteint par une seule société commerciale au cours d'une année civile. Un vrai record. Et si vous voulez mon avis, il y en a pas mal qui doivent être jaloux. Encore une news insolite cette semaine, et je vous avoue que toute l'équipe s'est bien marrée, même si l'annonce faite par une start-up spatiale japonaise la semaine dernière est tout sauf une blague. Le jeudi 7 décembre, les ingénieurs japonais ont réussi l'essai d'un moteur de fusée, alimenté uniquement par une énergie nouvelle, qui en plus est produite localement, de la bouse de vache. Bon, n'allez pas vous imaginer quand même une fusée remplie avec de la bouse de vache, hein. Non, le carburant utilisé ici, c'est du biométhane sourcé depuis 2 producteurs laitiers locaux. D'après les responsables de l'entreprise Interstellar, leur principale motivation est de minimiser le plus possible l'impact sur l'environnement en approvisionnant cette énergie le plus localement possible. Interstellar espère envoyer des satellites dans l'espace grâce à ce carburant et s'est associé à la société Airwater, productrice de gaz industriel, qui travaille avec des agriculteurs locaux disposant d'équipements pour transformer la bouse de vache en biogaz. Le biométhane d'Airwater est déjà utilisé par une laiterie locale et d'autres usines pour le chauffage d'habitation et pour alimenter des camions et des navires dans le cadre de programmes pilotes.
Bon, il faut savoir que le Japon ne dispose pas de grandes ressources en énergie. Cette nouvelle méthode pourrait assurer l'approvisionnement en méthane neutre en carbone sur son territoire en toute indépendance. En effet, le biogaz issu de la bouse de vache est déjà utilisé comme carburant dans le monde entier, notamment pour faire fonctionner des bus à la place de sources conventionnelles plus polluantes. Toutes ces initiatives aident à atténuer l'énorme empreinte environnementale de l'agriculture, qui, selon Greenpeace, est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors oui, ok, vous allez me dire, lors de sa combustion, le biométhane libère aussi des gaz à effet de serre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est également le cas lors de son processus de dégradation naturelle, sans compter le ruissellement issu des élevages qui polluent les sols et les cours d'eau. Concrètement, ce sont 900 bovins qui génèrent à eux seuls plus de 40 tonnes quotidiennes de bouse collectées automatiquement dans un bac à fermentation pour le transformer en biométhane spatial. Pour terminer, je vous laisse faire le calcul du nombre de vaches nécessaires pour remplir tout un Starship de 800 tonnes de méthane. Toujours soucieux de soigner sa com et souvent critiqué pour l'impact environnemental de son lanceur géant, Elon Musk lui-même pourrait y voir une occasion rêvée de redorer son blason. C'est suffisamment rare pour être souligné, la Chine vient de publier une série de magnifiques images de sa station spatiale. Elles ont été prises par les astronautes chinois peu après leur départ de la station pour revenir sur le plancher des vaches. Il s'agissait des 3 astronautes de l'équipage Shenzhou 16, avec parmi eux Guy Aishao, le tout premier astronaute civil chinois de l'histoire. L'équipage a quitté la station pour revenir sur Terre le 31 octobre, une semaine après avoir été rejoint en orbite par la relève Shenzhou 17. Ces derniers sont toujours à bord de la CSS, la Chinese Space Station, et resteront en orbite pendant encore 5 mois pour réaliser un grand nombre d'expériences scientifiques et plusieurs sorties spatiales. Mais ce n'est pas tout, la China Manned Space Agency, filiale de l'agence spatiale chinoise en charge des vols habités, a publié une magnifique vidéo du vaisseau Shenzhou 16 quittant la station. Les images ont été publiées lors d'une conférence de presse à Hong Kong, et grâce à ces dernières, on peut mieux se rendre compte de la taille imposante de la station, sachant en plus que des extensions sont prévues dans les prochaines années. Depuis sa construction entre 2020 et 2022, la station compte 3 modules, 2 modules scientifiques, Wentian et Mengtian, qui sont situés de part et d'autre du module central Tianhe, pesant 20 tonnes. La taille de la station spatiale chinoise est plus petite que l'ISS, mais elle reste équivalente à celle de l'ancienne station spatiale russe Mir, dont on peut d'ailleurs en visiter un double à la Cité de l'Espace à Toulouse pour se faire une idée des dimensions. Les modules supplémentaires qui vont être installés à la station spatiale chinoise au cours des prochaines années permettront de pouvoir accueillir plus d'astronautes, mais aussi, et ça c'est nouveau, des astronautes internationaux. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le journal de l'espace, j'espère que vous aurez encore une fois appris plein de nouvelles choses, et bien sûr merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui, vous retrouverez tous les détails de leur offre en description de vidéo. Comme toujours, on n'oublie pas le pouce de YouTube, je vous dis à ce week-end avec le journal de la Starbase, salut les terriens.